Salut à tous, vous l'attendiez avec impatience, eh bien le voilà enfin, c'est le 7ème épisode de Vas-y voir. Vous nous suivez depuis le tout début, où vous venez juste de nous découvrir et vous avez le coup de foudre pour nos vidéos. Je pense qu'il se passe quelque chose entre nous, il y a comme de l'électricité dans l'air. Au fait, vous habitez toujours chez vos parents ? Bisous. Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Ah, l'amour, la romance, les premiers émois, les mains moites, le cœur qui palpite et on balbutie, terrassé par l'autre, par la fille ou par le garçon qui vient de surgir comme un météore dans votre vie, et vous voilà pris au piège, vous êtes amoureux. Et oui, l'amour, quelle vaste escroquerie sentimentale inventée par le lobby des fleuristes et des vendeurs de boîtes de chocolat. C'est un piège. Comme je le dis souvent, dans l'art, il y a 3 sujets. L'amour, la mort et tout ce qui se passe entre les deux. Alors pour commencer, je vais vous raconter une belle comédie romantique de Lover à la Disney, et puis juste après, je vais vous faire chialer avec des histoires d'amour qui finissent mal. Vous savez à quel point j'aime la Renaissance et ses artistes. Bah oui, à chaque épisode je vous en colle une œuvre. Eh bien, cette fois encore, vous n'allez pas y couper. Admirez cette magnifique Vierge à l'enfant. Il s'agit d'une œuvre célèbre, peinte en 1465 par le maître florentin Fra Filippo Lippi, qui est intitulée La Vierge à l'enfant avec 2 anges, ou tout simplement la Filippina. Le thème de cette œuvre n'a rien d'exotique à l'époque, mais c'est plutôt son traitement qui est original. En plus de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, 2 personnages sont ajoutés par le peintre. Il s'agit de 2 anges qui portent Jésus. Le tableau est extrêmement soigné et chaque élément est traité avec une infinité de détails. Le paysage est une pure invention de l'artiste, c'est un paysage côtier, avec des falaises et une enceinte fortifiée. Il semble peu accueillant et s'oppose à la douceur qui se dégage du premier plan, mais il permet d'introduire de la profondeur dans le tableau. La Vierge, main jointe en prière, est assise sur un riche fauteuil et vêtue comme une femme de la haute aristocratie de l'époque. Son visage doux dégage une expression de paix et attire le regard. Sa coiffure, qui ressemble vaguement à une méduse échouée, est ornée de perles et de voiles translucides. Une auréole discrète nous rappelle la sainteté du personnage. L'attitude du Christ enfant n'est pas anodine. Contrairement aux représentations antérieures, Lippi peint un Jésus très réaliste, en train de réclamer sa mère comme le ferait n'importe quel enfant. L'ange qui le porte fait la liaison entre le spectateur et la scène biblique. Ses ailes sortent du cadre, son regard amusé se tourne vers nous. Il nous invite à nous intéresser à cette scène intime et sacrée et guide notre regard vers le visage de Marie. C'est vrai que c'est beau l'amour d'une mère pour son enfant, c'est mignon, voilà, c'est mignon. Mais là non, parce qu'en fait, l'artiste cache dans cette œuvre un amour vraiment scandaleux pour l'époque. Cette belle Vierge Marie n'est pas un visage inconnu pour les contemporains de Filippo Lippi, puisqu'il s'agit de sa femme, Lucrezia Buti. Bien. Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Elle est belle, hein? Oui, chef. Alors, en quoi est-ce scandaleux de donner les traits de sa femme à Marie, me direz-vous? Eh bien, parce que Filippo Lippi et Lucrezia n'auraient jamais dû se marier. En effet, Lippi fut d'abord moine, entré dans les ordres non par vocation, mais par obligation. Ses vraies passions étaient la peinture et les femmes. Il ne respectera donc jamais son vœu de chasteté et sera considéré comme un moine scandaleux à son époque. Mais comme il a beaucoup de talent et des admirateurs haut placés, comme Côme de Médicis, le big boss de la ville, on lui fiche la paix. Mais en 1452, Fra Filippo Lippi devient le chapelain du couvent de Sainte Marguerite. Je sais ce que vous allez dire, c'est un peu con de placer à la tête d'un couvent de bonnes sœurs un mec qui a la libido d'un DSK bourré au Viagra. Ce qui devait arriver, arriva, et Lippi va rencontrer la belle Lucrezia, âgée de 20 ans. Il la prend comme modèle pour ses œuvres, et ils finissent par tomber éperdument amoureux. Mais peu de temps après, Lucrezia tombe enceinte. Le peintre va alors l'enlever pour sauver leur enfant et leur amour. Il sera aussitôt accusé par la justice florentine d'avoir corrompu une jeune et innocente nonne. Mais heureusement pour eux, le mécène de Filippo Lippi, Côme de Médicis, intervient alors auprès du pape Pie II et obtiendra la grâce de Lippi et Lucrezia et la relève de leurs vœux religieux. Tout est bien qui finit bien,
et en 1458, ils finissent par se marier. Et Lucrezia restera la muse de son mari et lui servira de modèle à plusieurs reprises. 2 enfants naîtront de leur union, Alessandra et Filippo Lippi, qui deviendra peintre et qui sera l'amant et l'élève de Botticelli. Mais ça, c'est une autre histoire d'amour. Oh, je devine vos petites mines réjouies et tout émues devant cette histoire qui finit bien, où ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais non, naïf que vous êtes. De nos jours, c'est terminé l'amour éternel. Dès que ça devient un peu sérieux, qu'on se tape les repas chez belle-maman le dimanche, qu'on adopte un labrador, ou qu'on fait un môme, c'est le divorce qui se profile à l'horizon. Heureusement que je t'ai épousé et que j'ai redressé la situation. Et il y en a même qui n'attendent pas que ça s'enlise à ce point. Et ça arrive aussi aux artistes, ça. Allez, tais-toi un peu. Prenez soin de vous de l'artiste française Sophie Calle aurait pu apparaître dans notre épisode sur l'art et la vengeance. Mais cette œuvre, qui dissèque une lettre de rupture envoyée à l'artiste, nous parle aussi d'amour. D'un amour qui se termine, d'un amour déçu, mais d'amour quand même. Nous sommes en juin 2007. Sophie Calle occupe le pavillon français de la Biennale de Venise. Elle y présente une installation de photographie, vidéo et texte intitulée « Prenez soin de vous ». C'est un email qui est à l'origine de cette œuvre singulière. L'artiste explique « J'ai reçu un email de rupture. Je n'ai pas su répondre. C'était comme s'il m'était pas destiné. Il se terminait par les mots « Prenez soin de vous ». J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre et j'ai demandé à 107 femmes, choisies pour leur métier, d'interpréter la lettre sous un angle professionnel. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Cela fait un moment que je veux vous écrire et répondre à votre dernier mail. En même temps, il me semblait préférable de vous parler et de dire ce que j'ai à vous dire de vive voix. Oui, c'est raté. L'œuvre est donc une réponse à cette rupture sentimentale et à ce mail froid, distant et impersonnel. Moi personnellement, je romps toujours par texto. Ça évite les problèmes. Va faire une œuvre avec ça, toi. L'homme que j'aime m'a quitté. Et j'ai commencé à raconter cette rupture, ou plutôt comment elle s'était déroulée, parce que je me suis dit que si je la racontais jusqu'au dégoût, si je la répétais sans cesse, j'allais l'épuiser. Sophie Calle, le moyen d'exorciser cette blessure est de passer par la sublimation artistique. Elle fait alors appel à la solidarité féminine. Et ce sont donc ces 107 femmes, de tous âges et de toutes professions, artistes, juristes, danseuses, physiciennes, qui vont disséquer à leur manière ce message de rupture. Sophie Calle va les photographier, les filmer, les enregistrer et présenter l'ensemble de ces documents au sein de son œuvre. Le spectateur est alors convié à circuler dans l'installation et à découvrir les différents témoignages exposés. Se dresse petit à petit le portrait en creux d'un goujat, et l'on mesure également la tristesse de la femme visée par ce message de rupture. Comment réagir lorsqu'on se rend compte que l'amour éprouvé n'est nullement partagé. Les lettres de rupture sont jamais agréables à recevoir, elles sont toujours déplaisantes. Donc c'était une manière de retourner un petit peu les choses à mon avantage. Et ouais, l'amour, c'est le bordel en vrai. Honnêtement, personne n'y comprend rien. Et même lorsque c'est le grand amour qui vous tombe dessus, ben souvent c'est synonyme de peine de cœur, voire pire, tragédie. Oh, Cricket, laissez-moi vous aider, m'entendre. Oh. Cette literie satinée a transformé mon lit en une véritable glissoire de la mort. Maudit drap de satin, laissez-nous nous aimer. Nous devons copuler. Artiste américain d'origine cubaine, Félix González Torres va marquer la scène artistique des années 90 avec une œuvre à la fois conceptuelle, minimaliste et autobiographique. Il mourra prématurément à l'âge de 39 ans, victime du sida, tout comme son compagnon Ross Laycock, dont le décès tragique laissera une empreinte forte dans l'œuvre de Torres. Ses productions sont empreintes d'une réflexion politique forte. Il aborde la question de l'homosexualité et des malades du sida dans une société alors très hermétique. Mais la dimension militante de son travail laisse toujours place à l'intime. Il serait faux de réduire l'œuvre de Torres à un simple discours sur le sida et ses conséquences. Sa réflexion se veut plus complexe et plus fine. Il nous parle avant tout d'amour et de disparition, celle de l'homme, de la femme, qui partagent votre existence. L'œuvre la plus émouvante de Torres est certainement sa série de panneaux publicitaires réalisés en 1992. Il s'agit de photographies tirées en noir et blanc et exposées directement sur des panneaux publicitaires dans la rue. L'image, très sobre et pourtant très intime, montre un lit vide au drap défait, 2 empreintes de tête laissées sur les oreillers. Il s'agit du lit de l'artiste
et de son compagnon disparu. Ces affiches sans slogan, à l'iconographie polysémique, peuvent interroger. Et c'est justement le but. Ce surgissement de l'intime dans la sphère publique doit questionner le spectateur. Pourquoi nous montrer ce lit vide? Que s'est-il passé? Qui est absent? Si cette œuvre peut déstabiliser, elle s'inscrit pourtant par certains de ses aspects dans une certaine tradition artistique. Le lit vide renvoie au cénotaphe, c'est-à-dire le tombeau vide, sans corps. Le drap, qui conserve l'empreinte du corps, c'est le linceul, mais c'est aussi le suaire du Christ, cette étoffe sur laquelle Jésus aurait laissé l'empreinte de son visage avant la crucifixion. Et c'est drapé, comme ultime souvenir d'un corps disparu, l'histoire de l'art en est remplie. Mais pour moi, l'émotion qui se dégage des panneaux de Torres vient du fait qu'il nous montre un espace qui nous est quotidien. Et c'est dans cette banalité que se nichent l'intime et le tragique, le drap froissé qui conserve encore les traces du corps aimé et qui pour quelques minutes retient l'odeur et la chaleur de ce corps absent. Alors j'y vois, plus que le témoignage du deuil, la déclaration d'un amour inconditionnel, la recherche, probablement vaine, de ce qui reste à partager avec celui qui a quitté votre vie. En 1991, peu de temps après la disparition de son compagnon, il réalise des sculptures sous la forme de piles de bonbons colorés. Le titre de l'œuvre, Ross in Hayley, fait directement référence à son ami mort du sida en 1990. Le spectateur est invité à se servir, emportant ainsi avec lui une petite partie de la sculpture qui, au fil du temps, se réduit et finit par disparaître. Ce tas de bonbons qui s'épuisent représente métaphoriquement la disparition programmée du corps de l'être aimé. Mais il peut également renvoyer à la dissémination du virus du sida dans la communauté gay, à l'image de ces bonbons qui se retrouvent dispersés dans les poches ou dans les bouches des spectateurs. Ou comment un acte de gourmandise, d'attirance et d'amour peut tragiquement se changer en une condamnation à la maladie et à la mort. Mais il ne faudrait cependant pas s'arrêter à ce dernier aspect, car il y a aussi une dimension généreuse dans l'œuvre de Torres. Ces œuvres reproductibles et renouvelables ne cessent d'exister que pour mieux réapparaître. Il y a donc une certaine générosité dans le travail de l'artiste. L'œuvre se donne au spectateur, chacun peut non seulement la voir, mais aussi se l'approprier, en emporter une petite partie. C'est parti, le week-end commence, ça va chuter, les M&M's sont là. Bon allez, on range nos Kleenex. Promis, on termine sur une note plus positive. L'amour, c'est vrai que c'est parfois compliqué, mais de temps en temps, c'est le pied. Ces petits moments d'intimité, ces petits détails qu'on partage avec les élus de son cœur. Finalement, c'est ça l'amour. Admirez les courbes palpitantes de ce couple enlacé, de corps lisses, jeunes et beaux, qui s'extrait d'une matière informe et brute. La main de l'homme délicatement posée sur les hanches de la femme, et le bras de celle-ci venant enlacer le cou de son amant, son corps tout entier tourné vers l'objet de son désir. Et ça fait plus de 130 ans que ces deux-là s'embrassent avec passion. Avouez qu'en guise de préliminaire, on a fait pire. Ce couple, figé dans un baiser éternel, nous le devons au célèbre sculpteur Rodin, considéré comme le plus grand maître de la sculpture de la seconde moitié du XIXe siècle. Auguste Rodin réalise d'abord cette pièce comme un ornement du tympan de sa célèbre Porte de l'Enfer. C'est un grand portail, en bronze resté inachevé, qui s'inspire de la Divine Comédie de Dante. On peut y voir des damnés, qui expriment les grandes passions de l'humanité, telles que la douleur, la colère et bien entendu, l'amour. Mais Rodin va choisir d'isoler certaines figures pour en faire des sculptures indépendantes. C'est par exemple le cas du penseur. Il fera de même pour le baiser. À l'origine, le baiser s'inspire de deux personnages décrits par Dante, Paolo Malatesta et Francesca da Rimini. Ces deux-là sont surpris par le mari de Francesca alors qu'il se roule des galoches en lisant l'histoire de Lancelot et la reine Guenièvre. Fou de jalousie, le mari dégaine son poignard et trucide les deux tourtereaux pour leur passer l'envie de se frotter les muqueuses. Rodin va faire le choix d'évacuer tout ce qui évoque l'histoire initiale des deux amants, ne conservant que l'essentiel, l'étreinte du baiser. Seul un livre discret, dans la main de Paolo, fait référence au récit d'origine. Rodin supprime le récit dramatique, il laisse tomber le mélo, ne garde que la tendresse et le moment d'intimité, de douceur infinie, partagé par cet homme et cette femme. Il représente l'acte pour lui-même,
Il fige un instant sans se préoccuper de ce qui le précède ou de ce qui risque d'advenir. Passé et futur sont abandonnés au profit d'une jouissance d'un présent auquel nous pouvons tous nous identifier. Ainsi, ces deux personnages nus prennent un aspect universel. C'est pour cette raison que Rodin, influencé par un critique d'art, va changer le titre de la sculpture, d'abord intitulé Francesca da Rimini pour Le baiser. Il restera l'une des œuvres les plus célèbres de l'artiste. Mais cette œuvre, bien qu'admirée aujourd'hui, n'a pas toujours fait consensus, et s'est attiré les critiques de quelques mauvaises langues. En fait, on a reproché à Rodin de ne pas savoir sculpter le marbre, car avant cette version, Rodin a d'abord réalisé plusieurs exemplaires miniatures du baiser en argile et en plâtre. Puis, il confiait la réalisation de la version en marbre, à taille réelle, à des praticiens spécialisés. Rodin surveillait et orientait le travail du marbre, mais il laissait ses sculpteurs s'en charger. Alors, évidemment, cette méthode de travail a été reprochée à Rodin. Il prétendait qu'il n'avait pas assez de talent pour se confronter à la matière du marbre, et qu'il signait des œuvres qu'il n'avait pas vraiment réalisées. Heureusement pour Rodin, le public a adoré cette sculpture, à tel point qu'un fondeur lui proposa un contrat pour en réaliser des reproductions miniatures, en bronze, que le sculpteur appelait ironiquement des bibelots. Puis Rodin réalisa d'autres versions de sa célèbre œuvre, désormais admirée dans le monde entier, de Londres à Copenhague, en passant par Paris. Et c'est ainsi que ce couple sculpté est devenu un symbole universel d'amour et de tendresse dans ce monde de brut. L'amour, ça fait tourner le monde et heureusement. Si tout n'était que raison et intellect, on s'emmerderait quand même pas mal. Mais lorsque le petit ange bouffi se balade avec ses flèches et nous en décoche une, eh ben, on est tout étonné, tout retourné de ce qui nous arrive. Qu'il soit impossible, brûlant, passionnel ou platonique, le sentiment amoureux a fait palpiter le cœur de bien des artistes et a certainement contribué à la réalisation des œuvres les plus belles et les plus émouvantes de l'histoire de l'art. Car il n'y a bien que l'artiste et le poète pour réussir à nous parler d'une chose aussi présente dans nos vies et pourtant aussi difficile à nommer. Car le mot amour ne suffira jamais à emprisonner à lui seul tout ce qu'un tel sentiment implique. Alors il faut sans doute tout l'art du monde pour essayer d'effleurer cette sensation et dire que, malgré tous ses défauts, l'humanité aura au moins eu le mérite d'être amoureuse. In fondo un uomo